Tu es congédié. C'est ce que mon fils m'a dit, devant tout le monde, après toutes ces années passées à bâtir son empire ensemble. Ma chair et mon sang, le garçon que j'ai élevé et en qui j'avais confiance, se tenait fièrement dans son bureau du gratte-ciel de Dallas et m'a mis dehors comme si j'étais un simple outil obsolète. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste hoché la tête, pris un dossier qui prouverait qu'il n'était pas le fils prodige que tout le monde croyait et je suis parti en refermant doucement la porte derrière moi. Je savais que lundi serait un jour mémorable. Les rapports s'écrasaient sur le bureau en verre de Carter, les chiffres étaient tous faux, les questions s'accumulaient dans ma tête. Carter, mon fils unique, prénommé comme mon père, ne prenait même pas la peine de lever les yeux de son ordinateur. Il continuait à taper, le dos droit dans son costume texan sur mesure, tout en assurance et en arrogance moderne. De l'autre côté des fenêtres du 45e étage, la ville de Dallas scintillait sous le soleil brûlant de l'après-midi, comme si le monde entier avançait et que j'avais été laissé pour compte. « Papa, tu ne comprends rien au monde des affaires d'aujourd'hui », finit par dire Carter sans même me regarder. Sa voix était aussi froide que le mobilier en acier du bureau. J'aurais voulu lui rappeler combien de tempêtes j'avais traversées, combien d'entreprises j'avais sauvées du gouffre, mais j'ai gardé une voix égale et une expression calme. Ces projections. Carter, si vos investisseurs voient ces chiffres. Il fit pivoter sa chaise d'un coup sec, me fixant d'un regard qui avait autrefois appartenu au petit garçon qui implorait mon aide, mais qui n'était désormais plus qu'un regard distant. Vos méthodes sont dépassées depuis 20 ans. Je n'ai pas besoin de sermons. J'ai besoin de résultats. Le silence était pesant, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la circulation et le tic-tac de sa montre de luxe. Je me souvenais d'une autre époque, le premier bureau de Carter, moi qui l'aidais à obtenir son premier prêt commercial, son regard lorsqu'il appelait tard le soir, désespéré de conseils. Ces jours-là me semblaient une autre vie. J'ai essayé de me calmer, rassemblant les documents financiers tachés et les glissant dans ma vieille serviette en cuir. Mon propre fils, celui qui partageait autrefois tous mes espoirs et mes rêves, se tenait maintenant comme un étranger derrière son bureau moderne. Je vais revoir les chiffres avec l'équipe de conformité, ai-je dit, privilégiant la dignité à la confrontation. Fais ce que tu as à faire. Renvoi définitif et froid. Je suis sorti, mais pas résonnant dans le long couloir poli au passant devant des portraits de titans du monde des affaires, des photos de Carter avec des célébrités et des politiciens, tout sourire et poignée de main. Il n'y a pas si longtemps, nous aurions été sur ces photos ensemble. La porte se referma derrière moi avec un léger clic, laissant le reflet de Carter dans la vitre, froid et lointain. En entrant dans l'ascenseur, je jetai un dernier coup d'œil sur la ville. Dallas ne m'avait jamais semblé aussi grande, ni aussi vide. Mais ce n'était pas la fin. 1 heure plus tard, dans la salle de réunion à un endroit où j'habitais pratiquement depuis 20 ans, où j'ai remarqué quelque chose d'anormal dans l'entrée de Carter. Il est entré comme un homme qui a un secret, comme un général prêt à lancer une attaque. Je me suis préparé, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qu'il a fait ensuite. J'ai pris une décision concernant l'avenir de l'entreprise, annonça Carter d'une voix acérée. À compter d'aujourd'hui, Samuel Reed ne fera plus partie de Lone Star Capital. On aurait pu entendre une mouche voler. La salle, pleine de membres du conseil d'administration ou des hommes et des femmes qui m'avaient vu travailler tard le soir et qui avaient investi tout leur cœur dans cette entreprise, observait la scène dans un silence stupéfait. De vieux amis, désormais témoins silencieux de mon exécution publique. Une femme, Margaret Hall, qui siégeait au conseil d'administration depuis les débuts, a commencé à protester. Mais Carter l'a interrompu. C'est une décision commerciale. Mon père sera indemnisé, mais il est temps que ça change. Ce fut comme un coup de poing dans le ventre. Des décennies de sacrifices, d'innombrables nuits blanches, des millions investis, même ma propre retraite en jeu, et voilà comment tout cela s'est terminé. Je me levai lentement, déterminé à ne pas donner à Carter la satisfaction de me voir craquer. « Bonne chance, fiston », dis-je d'une voix assurée. Il ne s'y a même pas. En quittant la salle, les visages autour de la table détournèrent le regard, gênés par le spectacle. La descente en ascenseur me parut interminable, le sol en marbre sous mes pieds froids et inconnus. Quand j'arrivai à mon bureau, des cartons étaient déjà empilés devant la porte. Quelqu'un avait prévu ça, ou peut-être Carter lui-même.
J'ai commencé à ranger ma vie pièce par pièce, des photos de la remise de diplôme de Carter, des vacances en famille dans le Colorado, un trophée de ma première affaire. Chaque objet me semblait plus lourd que le précédent. C'est là que je l'ai trouvé, le dossier enfoui au fond de mon bureau, marqué « 2009 ». Ma femme, Hélène, me disait toujours de tout garder. À l'intérieur se trouvaient des documents que Carter avait oubliés, des contrats de prêt, des relevés d'investissement, des courriels demandant de l'aide pendant la crise. La preuve que sans moi, Lone Star Capital n'aurait jamais existé. Le téléphone sonna, la voix inquiète d'Hélène au bout du fil. « Sam, ça va ? Il y a des rumeurs. » J'ai regardé la ville, le paysage urbain que nous avions construit ensemble. Carter m'a viré, Hélène. Devant tout le monde. Il y eut un silence, elle retint son souffle. Rentre à la maison. On en discutera. Mais je savais, même à ce moment-là, que la bataille ne faisait que commencer. Assis seul dans mon bureau à moitié vide, les lumières de la ville vacillaient, je repensais à tout ce qui m'avait amené à ce moment. J'ai regardé le dossier que j'avais trouvé, de vieux contrats, des courriels et des mots désespérés que Carter m'avait griffonnés dans une autre vie. Toutes ces années de discussions nocturnes, à le tirer d'affaire, à le guider dans chaque tempête, soudainement effacées par une annonce au conseil d'administration et un hochement de tête glacial. Faire mes valises était devenu un rituel, une façon de me calmer. La voix d'Hélène résonnait encore à mes oreilles, chaleureuse et apaisante, malgré son inquiétude. Rentre à la maison, samedi. On trouvera une solution. Si seulement c'était aussi simple. J'ai emballé notre photo de mariage, la glissant entre des registres et des reçus défraîchis. Tout ce que je touchais me rappelait des souvenirs, le premier vélo de Carter, payé grâce à une prime obtenue grâce à un accord durement gagné, le diplôme universitaire que je lui avais encadré, aussi fier que n'importe quel père. Maintenant, tout cela me semblait comme des reliques d'une vie passée. En soulevant la dernière boîte, j'entendis des pas dans le couloir. Le bâtiment était presque vide, mais je reconnaissais ses pas Carter. Il ouvrit la porte, le visage crispé, le regard froid et indéchiffrable. « Papa, dit-il à voix basse. La sécurité veut que tu partes avant 20 heures. C'est la politique de l'entreprise. » Il évita mon regard, fixant plutôt les cartons, l'historique emballé. « N'oublie pas de rendre les clés de la Lincoln. » Pas même un merci. J'ai hoché la tête, refusant de lui donner la satisfaction d'une dispute. Je savais quelque chose que Carter ignorait, j'avais les documents, la preuve de chaque sacrifice, de chaque prêt et, plus important encore, la preuve de ce qu'il avait fait récemment. Ce dossier dans ma mallette pesait plus lourd que de l'or. La preuve, non seulement de toute une vie de travail, mais aussi des secrets de Carter. Une fois parti, j'ai pris mon temps. J'ai parcouru les couloirs une dernière fois, saluant d'un signe de tête le concierge de nuit qui m'avait vu construire cet endroit à partir de rien. Dehors, j'ai déposé les clés de la voiture sur le pupitre de sécurité et je suis sorti dans la douce nuit de Dallas. Hélène m'attendait à la maison, les cheveux plus gris maintenant. Mais le regard toujours aussi féroce et bienveillant. Elle m'enlaça sans un mot. Nous nous sommes assis sur la véranda, laissant l'air texan apaiser nos nerfs. « Je te connais, » dit doucement Hélène en me prenant la main. « Tu ne vas pas lâcher prise. » J'ai souri, mais j'étais fatigué. Non, je ne le suis pas. Le lendemain matin, après une nuit blanche, j'ai appelé mon plus vieil ami, David M.C. Alisté, un avocat profondément ancré au Texas et réputé pour son sens de la parole donnée. Il m'a écouté attentivement pendant que je lui racontais l'histoire, le licenciement, les documents, le sentiment que les ambitions de Carter avaient franchi la ligne de l'audace à l'inconscience. David m'a retrouvé dans son bureau, une pièce calme baignée de vieux livres et baignée de soleil. « Sam, si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas juste une dispute de famille. Ça pourrait être criminel. » J'ai fait glisser les documents sur son bureau, les états financiers cachés de Carter, les divergences entre ce que la société avait déclaré à la SEC et ce qu'elle avait promis aux investisseurs, les notes de Carter lui-même sur les « objectifs de croissance » qui semblaient trop beaux pour être vrais. Le visage de David se durcit tandis qu'il lisait, parcourant les preuves, vérifiant les chiffres, reliant les points. « Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas » demanda-t-il. «
Si ces projections ont été présentées aux investisseurs en sachant pertinemment qu'elles étaient fausses, c'est de la fraude ou une fraude boursière, tout simplement. C'est une infraction pénale fédérale. Ces mots m'ont touché, mais je n'ai pas bronché. Je ne suis pas venu ici juste pour décompresser, Dave. Je suis venu pour faire ce qui est juste. Si Carter veut jouer sale, il va apprendre à quoi ressemblent les conséquences. Il hocha la tête. Tu es quelqu'un de bien, samedi. Je m'occuperai des démarches administratives pour la SEC concernant le signalement. Mais tu dois te tenir prêt, ça va être compliqué. Ça pourrait prendre des mois. Carter pourrait tout perdre. Toi aussi. J'ai regardé par la fenêtre en pensant à tous ces investisseurs, ces employés dont les moyens de subsistance dépendaient de Lone Star Capital. Si je laissais passer ça, beaucoup plus de gens pourraient être blessés. Je ne me le pardonnerai jamais. Cet après-midi-là, les démarches administratives ont commencé. David a préparé la plainte, fait des copies de chaque document et établi un calendrier. Mon téléphone vibrait régulièrement, des messages d'anciens collègues, de journalistes qui fouinaient, et même de l'assistant de Carter, qui demandait ma version des faits. Je les ai tous ignorés. Hélène prépara du café, sa présence constante me rassurant. J'espère que Carter en tirera une leçon, murmura-t-elle. J'espère qu'il se souviendra de ce que signifie être un Reed. Alors que le soleil du Texas disparaissait derrière les arbres, je réalisais que les jours à venir seraient les plus durs de ma vie. Mais j'avais appris à Carter à se battre pour ce qui est juste, même si, maintenant, ce combat impliquait d'affronter mon propre fils. Pour la première fois depuis que j'avais quitté cette tour de verre, j'ai ressenti une pointe d'espoir. Peut-être, cette tempête apaiserait l'atmosphère et rappellerait à chacun ce qui compte vraiment. Le lundi matin arriva, lourd de tension. J'ai à peine dormi, repensant à la conversation avec David et aux paroles glaciales de Carter. Alors que le soleil se levait sur la banlieue de Dallas, j'étais assis à la table de la cuisine, buvant un café noir amer. Hélène posa sa main sur la mienne, la serrant fermement. « Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi, samedi. » Je quittai la maison, ma vieille mallette serrée à la main. Les rues étaient déjà bondées de travailleurs ou des gens qui essayaient juste de survivre, comme je l'avais toujours fait. Mon vieux pick-up roula sur l'autoroute, dépassant l'horizon dont Carter et moi avions rêvé ensemble. Le bureau de David était différent ce jour-là. L'atmosphère était lourde de la gravité de ce que nous allions accomplir. Il avait préparé un dossier, chaque document copié, chaque numéro vérifié. Chaque note de Carter que j'avais trouvée, numérisée et conservée. Nous étions assis ensemble devant l'ordinateur de David, déposant une plainte anonyme auprès de la SEC. David s'était assuré que mon nom n'apparaîtrait nulle part, sauf en cas d'absolue nécessité. Pourtant, mon cœur battait fort lorsque nous avons envoyé le paquet numérique qui allait, sans l'ombre d'un doute, placer Lone Star Capital sous le microscope. Après cela, nous sommes restés assis en silence. J'ai observé David, le regard fixé, la mâchoire serrée, tandis qu'il révisait une dernière fois. Il a finalement levé les yeux, la voix basse. « C'est fait, samedi. Maintenant, on attend. » L'attente était le plus dur. Les jours s'écoulaient, chacun rempli d'inquiétude et de culpabilité. J'avais appris à Carter à être dur, mais lui avais-je appris à être honnête? L'avais-je trop poussé, ou pas assez? Mon téléphone a sonné, mais j'ai laissé les appels tomber sur la messagerie. Je faisais le tour du pâté de maison tous les matins, saluant les voisins, essayant de sauver les apparences, tout en sentant la tempête se rapprocher. Mercredi en fin d'après-midi, alors qu'Hélène et moi terminions de dîner, la sonnette retentit. Sur le porche se tenait un agent en costume sombre, un enquêteur fédéral, aussi impassible et poli qu'on peut l'attendre de quelqu'un qui a vu plus de fraude que de vérité. « Monsieur Reed » demanda-t-elle en montrant son badge. « Je suis l'agent spécial Jennifer Hall de la Security and Exchange Commission. Pouvons-nous nous parler à l'intérieur ?» Hélène apporta du café, les mains légèrement tremblantes. J'ai conduit l'agent Hall dans le bureau, où la lumière du soleil éclairait obliquement les étagères remplies de photos de famille et de récompenses professionnelles. Elle s'assit, son carnet ouvert. Son attitude était calme, mais je voyais dans ses yeux qu'elle comprenait déjà la gravité de mon rapport. « Monsieur Reed, merci de nous avoir contactés.
Les documents que vous avez fournis étaient conséquents. Pouvez-vous me dire précisément comment vous avez découvert ces anomalies? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai expliqué comment mon fils m'avait chassé de ma propre entreprise, comment j'avais trouvé le dossier caché en rangeant mon bureau, comment les numéros ne correspondaient pas, comment l'écriture de Carter prouvait la fraude. Elle m'a écouté attentivement, posant des questions précises sur le timing, sur les accès de Carter, sur qui d'autre pouvait être au courant. Elle a pris les documents originaux, les a mis dans des sacs comme preuve et m'a assuré qu'ils seraient protégés. Vous comprenez qu'il s'agit d'une enquête criminelle, monsieur Reed. Vous pourriez être cité comme témoin. Avez-vous des inquiétudes pour votre sécurité ou des risques de représailles? J'ai hésité, regardant par la fenêtre les magnolias qu'Hélène et moi avions plantées après la naissance de Carter. Carter est ambitieux, ai-je finalement dit. Mais il n'est pas dangereux. Pourtant, je sais que ce ne sera facile pour personne. L'agent hocha la tête. Vous avez bien fait. La SEC gérera l'affaire discrètement dans un premier temps, mais si les preuves sont confirmées, il y aura d'autres questions, d'autres interrogatoires et probablement des poursuites fédérales. Elle me tendit sa carte. Si Carter ou quelqu'un de Lone Star Capital vous contacte, appelez-moi immédiatement. Après son départ, Hélène et moi étions assis dans le salon silencieux, le regard perdu dans le vide. Pour la première fois, la maison me semblait trop grande, trop vide. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de ce que j'avais mis en mouvement. Le lendemain matin, je me suis rendu au vieux ranch Reed, un simple lopin de terre à l'ouest de la ville, réservé à des moments comme ceux-là. J'ai marché parmi les pacaniers, écoutant le vent dans les branches, laissant mes pensées se poser. Je me souvenais de Carter, enfant, courant comme un fou dans ses champs, son rire résonnant dans l'herbe. Je me souvenais lui avoir dit que la confiance valait plus que n'importe quelle fortune. Mon téléphone vibrait de messages, certains de vieux amis me soutenant. D'autres de journalistes me demandant une citation. Je les ignorais tous. Il ne s'agissait ni d'attirer l'attention ni de me venger. Il s'agissait de sauver quelque chose de plus important que l'argent ou la réputation, il s'agissait de sauver l'âme de mon fils, si c'était encore possible. Une semaine s'écoula. Les gros titres commencèrent modestement, un simple murmure sur les blogs financiers locaux concernant des irrégularités comptables chez Lone Star Capital. Mais bientôt, les médias nationaux se saisirent de l'affaire. Les investisseurs paniquèrent, le cours de l'action de l'entreprise s'effondra et le visage de Carter, autrefois symbole d'ambition juvénile, figura dans la presse économique, celui de l'homme au centre d'une enquête fédérale. Hélène observait tout cela en silence. Je voyais la douleur dans ses yeux, mais son soutien était inébranlable. Quoi qu'il arrive, Sam, nous avons fait ce qu'il fallait. Le deuxième vendredi suivant ma rencontre avec l'agent Hall, on sonna à nouveau. Cette fois, il s'agissait de deux hommes en veste sombre, des agents du FBI. Ils portaient des mandats et des questions, et leur ton était très professionnel. Ils voulaient tout savoir sur Carter, sur l'entreprise, sur mon propre rôle. L'enquête avait commencé sérieusement et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les semaines qui suivirent se succédèrent sans discontinuer, réunions, appels téléphoniques, entretiens, avocats, encore avocats. L'enquête fédérale se déroula avec une intensité discrète qui indiqua clairement qu'il ne s'agissait plus d'une querelle de famille, il s'agissait désormais du gouvernement américain. Mon téléphone devint à la fois une bouée de sauvetage et un fardeau, constamment bourdonnant de questions, de mises à jour et de menaces voilées d'anciens collègues qui ne voulaient pas que la vérité éclate. Hélène m'a soutenu. Elle préparait du café avant l'aube, me tenait la main après chaque long appel et me répétait sans cesse que faire le bien n'était jamais facile, mais toujours nécessaire. Nous sortions moins souvent. Les voisins essayaient de faire comme si de rien n'était, mais je les voyais jeter un coup d'œil à travers les rideaux, chuchotant entre eux devant la boîte aux lettres. L'homme qui avait autrefois fait la fierté d'Oak Meadows Lane était désormais le lanceur d'alerte, le père qui s'en était pris à son propre fils. Mais je ne l'ai jamais regretté. Pas une seule minute. Un matin, j'ai été convoqué au bâtiment fédéral du centre-ville de Dallas. L'agent ou les deux autres enquêteurs m'ont accueilli dans une salle de conférence sans fenêtre, l'air très professionnel. J'avais vu mon lot de dépositions et de bagarres en salle de réunion, mais rien de comparable à la présence de 3 agents fédéraux avec enregistreur et bloc-notes. Ils m'ont passé en revue tous les documents que je leur avais remis.
Ils m'ont interrogé sur les habitudes de Carter, sur les personnes qui, chez Lone Star Capital, auraient pu être au courant, sur mes conversations avec d'autres dirigeants. Leurs questions étaient pointues, mais jamais cruelles. Je voyais bien que l'agent Hall respectait ce que cela me coûtait. Monsieur Reed, êtes-vous prêt à témoigner sous serment de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé dans les yeux, d'une voix assurée. Oui, madame. J'ai passé ma vie à répéter à Carter que les actes ont des conséquences. C'est valable pour moi aussi. Après l'entretien, j'ai attendu au café de l'immeuble, sirotant un café brûlé, le regard perdu dans la ville. Je me sentais vieux, accablé, mais aussi étrangement libre. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je savais que j'avais tout fait pour empêcher les mensonges de Carter de nuire à qui que ce soit. Pendant ce temps, le monde de Lone Star Capital s'effondrait. L'action chutait de près de 40%. Les investisseurs faisaient la queue devant le siège social rutilant de Carter, exigeant des réponses. Les journalistes campaient sur le trottoir, essayant d'apercevoir le jeune PDG prodige qui avait bâti sa fortune sur le sable. Le conseil d'administration multipliait les déclarations. Mais la vérité ne pouvait plus être déformée. J'avais entendu dire que Carter s'était enfermé dans son appartement, refusant tout appel et ne rencontrant que ses avocats. Je l'imaginais là, contemplant Dallas, s'accrochant à un contrôle qu'il n'avait plus. Un après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Carter. Pendant un instant, j'ai simplement écouté le silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, si familière et pourtant si lointaine. Papa, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? J'ai pris une inspiration, stabilisant mes mains. Parce que, fiston, la vérité compte plus que la réputation. Plus que le confort. Plus que la fierté. Sa voix tremblait, un mélange de colère et d'incrédulité. Tu as tout gâché. Tu aurais pu venir me voir. On aurait pu arranger ça ensemble. Non, Carter, répondis-je doucement mais fermement. Tu as choisi cette voie. Je me suis juste assuré que personne d'autre ne soit blessé à cause de ça. Il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, Hélène et moi étions assis sur le porche, l'air texan chargé d'été. Il ne me pardonnera jamais, dis-je en fixant le noir. Hélène me serra la main. Peut-être pas. Mais il s'en souviendra. Et tout le monde aussi. Quelques jours plus tard, la nouvelle éclata, des agents fédéraux avaient perquisitionné le siège de Lone Star Capital. Des ordinateurs furent saisis. Les plus proches dirigeants de Carter furent assignés à comparaître, leur carrière soudain aussi incertaine que l'avenir de l'entreprise. Le monde des affaires tout entier sembla figé, attendant le prochain coup dur. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre officielle m'informant que j'étais convoqué comme témoin devant le grand jury fédéral. Le jour de l'audience, Hélène m'a préparé un déjeuner et m'a embrassé sur le front. Quoi qu'il me demande, dis simplement la vérité, a-t-elle murmuré. Je lui ai promis de le faire. Je suis entré dans le palais de justice, passant devant les piliers de marbre et les agents de sécurité, pour entrer dans une salle froide remplie d'inconnus. Le procureur, un homme grand au regard perçant et à la voix douce et traînante du Sud, m'a raconté chaque détail, ma découverte des documents, mes conversations avec Carter, mon rôle au sein de l'entreprise. Le grand jury écoutait, impassible. Certains prenaient des notes, d'autres se contentaient de m'observer, un vieil homme pris entre deux feux, l'ambition et la justice. Une fois l'audience terminée, le procureur m'a serré la main. Monsieur Reed, vous avez fait preuve de courage. Peu de gens auraient eu cette force. Ce jour-là, j'ai quitté le tribunal, changé. Le fardeau que je portais depuis des mois commençait à s'alléger, remplacé par autre chose, peut-être pas la paix, mais au moins la certitude d'avoir accompli mon devoir. Malgré tout, je m'inquiétais pour Carter. De ce qui allait suivre. J'avais déjà vu des hommes survivre à des scandales, mais jamais à une tempête pareille. Hélène m'a accueilli à la porte, les bras grands ouverts, le cœur plus serein que jamais. Nous étions assis côte à côte, tandis que le crépuscule tombait sur Dallas, attendant l'avenir. L'été s'est écoulé dans un tourbillon de gros titres, d'assignations à comparaître et de conversations chuchotées qui parcouraient toutes les rues de Dallas. Hélène et moi sommes restés près de chez nous.
La balancelle du porche est devenue notre refuge, un endroit où nous pouvions entendre les cigales au crépuscule et faire comme si, ne serait-ce que quelques instants, le monde extérieur ne s'effondrait pas. Le grand jury a agi rapidement. L'épreuve était accablante. L'écriture manuscrite de Carter, la même écriture audacieuse qui remplissait autrefois ses carnets d'enfance de rêves fous, servait désormais de base à l'affaire criminelle. Les procureurs fédéraux ont établi une chronologie montrant comment la fraude s'était développée, étape par étape, jusqu'à ce que même Carter semble perdre de vue où s'arrêtait la vérité et où commençait son ambition. Un matin, l'agent l'a appelé. Monsieur Reed, le grand jury a voté l'inculpation. Les chefs d'accusation seront bientôt annoncés. Je voulais d'abord que vous les entendiez de ma bouche. Je les remerciais, malgré mon cœur lourd. Cet après-midi-là, j'ai regardé les informations en direct depuis le bâtiment de Lone Star Capital. Les équipes de tournage se pressaient à l'entrée. Les journalistes, impatients d'apercevoir le PDG déchu, braquaient leur micro sur tous ceux qui portaient un costume. Le titre en bas de l'écran indiquait « Carter Reed inculpé pour fraude boursière, inculpation fédérale en cours ». C'était surréaliste de voir le nom de mon fils défiler en bas de l'écran, sachant que je l'avais inscrit là. Mais je n'ai jamais douté de ce que j'avais fait. Carter avait franchi une limite, et mon devoir envers ma famille, nos employés et tout investisseur honnête était clair. L'arrestation a eu lieu le lundi suivant. Je l'ai apprise comme tout le monde, par une alerte sur mon téléphone. Carter, impassible dans son costume bleu, les mains menottées devant lui, marchait devant les caméras et les ampoules clignotantes, entouré d'agents fédéraux. Plus de bureaux d'angle, plus de tours de verre, juste la dure réalité de la loi. Hélène pleurait doucement à la table du petit déjeuner tandis que l'histoire se déroulait à la télévision. Elle coupa le son et me prit la main. « Personne ne comprendra jamais ce que cela nous a coûté », murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était la femme de Carter, Allison. Sa voix tremblait. « Sam, je ne sais pas quoi faire. Les enfants ne comprennent pas, Carter n'arrête pas de t'appeler du centre de détention. » J'ai fermé les yeux, percevant dans ces mots toute la douleur et la confusion que je redoutais. « Prends soin des enfants, Allison. Dis-leur que leur grand-père les aime. Dis-leur que leur père a fait de mauvais choix, mais qu'il les aime quand même. » Alors que la bataille juridique se poursuivait, je fus à nouveau appelé à témoigner. Cette fois, dans une salle d'audience fédérale. L'espace était vaste, solennel, empli de bois poli et du poids silencieux de la justice. Assis à la barre, les mains fermement posées sur la rampe, j'ai vu le procureur me raconter l'histoire de Lone Star Capital depuis le début, les premières années, les risques, les sacrifices. Et puis, étape par étape, la chute. Carter m'observait de l'autre côté de la salle, le visage pâle, les yeux cernés de rouge. Il ne détourna pas le regard. La défense a tenté de me dépeindre comme un père amer, avide de vengeance. « Monsieur Reed, » commença l'avocat de Carter, « n'est-il pas vrai que vous vous sentiez menacé par la réussite de votre fils? Que vous vouliez garder le contrôle, même après votre retraite ?» J'ai secoué la tête, la voix calme et sincère. J'ai bâti cette entreprise pour ma famille. Pour Carter. Mais on ne peut pas tout changer simplement parce qu'on est au sommet. Les chiffres ne mentent pas. Et moi non plus. La procureure a terminé en montrant le dossier original, celui que j'avais trouvé enfoui dans mon bureau, celui par lequel tout a commencé. « Est-ce votre écriture, monsieur Reed ?» a-t-elle demandé, brandissant une note que j'avais écrite à Carter des années auparavant. J'ai souri tristement. « Oui, madame. C'est le mien. » J'ai appris à Carter à garder une trace écrite. Il a sans doute trop bien retenu la leçon. Après ma démission, je me suis assis avec Hélène dans la galerie, la main autour de la sienne, pendant que l'accusation présentait sa plaidoirie finale. Ils ont parlé de confiance, de responsabilité, du prix de la cupidité. Ils ont rappelé au jury que derrière chaque chiffre se cachait une vie, des familles qui avaient investi leurs économies, des employés qui avaient bâti leur carrière sur la promesse de Lone Star. Le verdict est tombé au bout de 3 heures. Carter a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, fraude boursière, complot, fraude électronique. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'ancrer profondément dans ma mémoire. Dans les semaines qui suivirent,
Dallas sembla retenir son souffle. Lone Star Capital fut vendu en morceaux. D'anciens membres du conseil d'administration m'appelèrent pour s'excuser ou justifier leur silence. La plupart m'évitèrent tout simplement. Je ne les blâmais pas. Tout le monde avait perdu quelque chose. L'audience de détermination de la peine était prévue pour fin juillet. Carter allait passer des années dans un établissement fédéral ou peut-être pas toute une vie, mais suffisamment longtemps pour apprendre ce que signifie être humilié. Je lui ai rendu visite une fois avant le prononcé de la sentence. Le centre de détention était stérile, gris, dépourvu du confort auquel Carter s'était habitué. Il était assis en face de moi, amaigri, plus âgé, les mains légèrement tremblantes. « Papa » murmura-t-il. « Je suis désolé. » Je cherchais dans ses yeux le garçon que j'avais élevé, l'homme que j'espérais qu'il deviendrait. « Je sais que tu le es, fiston. On paie tous pour nos erreurs. J'espère juste que tu profiteras de ce moment pour te souvenir de qui tu étais avant tout ça. » Il pressa son front contre la vitre. « Me pardonneras-tu un jour ?» Je laissai le silence s'éterniser, le cœur brisé à nouveau. « Je l'ai déjà fait, Carter. » Mais pardonner ne signifie pas oublier. La vérité compte, fiston. Ne l'oublie plus jamais. Le garde annonça le temps. Carter se leva, hocha la tête et s'éloigna, les épaules courbées sous le poids de ses choix. Hélène et moi avons quitté le centre, le soleil brûlant sur nos visages, la route devant nous incertaine, mais notre conscience, enfin, était claire. La condamnation de Carter était prévue pour fin août, mais les jours qui la précédaient s'écoulaient à une vitesse vertigineuse. Hélène et moi conservions nos habitudes au jardinage, promenade matinale dans le quartier, messe dominicale à la First Methodist Church, mais la vie était différente. Nous le ressentions dans les silences gênés à l'épicerie, dans les saluts hésitants du voisin, dans le silence qui s'installait lorsque j'entrais à la banque. Mon nom, autrefois associé au respect et à la confiance, était désormais chargé du nombre. Certains admiraient ce que j'avais fait, d'autres me plaignaient, et quelques-uns même m'en voulaient. Mais rien de tout cela ne me fit changer d'avis. J'avais choisi la route difficile et j'avais l'intention de la parcourir jusqu'au bout. Le procès était impitoyablement public. Des cars de reportage stationnaient devant le palais de justice jour et nuit. Des journalistes appelaient à toute heure, impatients d'obtenir une citation. Je les ai tous repoussés. Il n'y avait plus rien à dire. Le jour de la sentence arriva sous un ciel aussi chaud et lumineux que celui d'un été texan. Hélène et moi nous sommes habillés en silence, elle en robe bleue, moi dans mon plus beau tailleur, celui-là même que j'avais porté à la première remise de diplôme de Carter. Nous avons roulé jusqu'au centre-ville sans parler, tous deux perdus dans nos pensées. La salle d'audience fédérale était bondée. Carter était assis à la table des accusés, plus maigre que je ne l'avais jamais vu, les cheveux longs, le visage ridé par l'inquiétude. Son avocat lui murmurait un dernier conseil, mais je voyais bien que Carter n'écoutait pas. Il ne cessait de nous jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, à nous, à sa femme Allison, aux deux enfants assis, raides, au rang derrière leur mère. Le juge, un homme grand et à la voix douce, a parlé pendant près d'une heure, résumant les accusations, les preuves et les dommages causés. Il a parlé de confiance et de la responsabilité inhérente au leadership. Monsieur Reed, vos actions ont causé de la souffrance à beaucoup, mais elles ont aussi jeté une lumière crue sur un système qui laisse trop souvent l'ambition primer sur l'intégrité. Lorsque Carter s'est présenté pour le prononcer de sa peine, la salle a retenu son souffle. Les mots du juge ont fait l'effet d'une bombe. Pour fraude boursière, fraude électronique et complot, ce tribunal vous condamne à 7 ans de prison fédérale, avec restitution aux investisseurs et privation permanente de vos privilèges exécutifs. J'ai vu les épaules de Carter s'affaisser, j'ai vu les dernières traces de fierté s'effacer. Allison a essuyé une larme sur sa joue, serrant les enfants contre elle. J'ai croisé le regard de Carter. Pour la première fois depuis des mois, il ressemblait à nouveau à mon fils, vulnérable. Effrayé, douloureusement humain. Ensuite, Hélène et moi nous sommes retrouvés sur les marches du palais de justice tandis que les médias s'entassaient. Pour la première fois, j'ai pris la parole. Mon fils a commis des erreurs ou de graves erreurs, mais la responsabilité de protéger les investisseurs, les employés et la vérité nous incombe à tous. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'espère qu'un jour, Carter comprendra que justice et pardon sont indissociables.
Nous avons laissé la foule derrière nous, trouvant réconfort dans le silence de notre vieille Ford tandis que nous rentrions chez nous à travers les rues inondées de soleil. Le téléphone a sonné plusieurs fois aux journalistes, amis, parents éloignés, mais j'ai laissé la messagerie tomber. Ce soir-là, Hélène et moi étions assis dans le jardin, à regarder les premières étoiles apparaître. Nous avons parlé tranquillement du passé, de l'enfance de Carter, des rêves que nous avions nourris pour notre famille. Hélène m'a serré la main. « Le regrettes-tu » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Non » ai-je répondu. Nous n'avons pas seulement sauvé une entreprise, Hélène. Nous avons sauvé un morceau de ce qui est juste dans le monde. Les jours passèrent, puis les semaines. Carter fut transféré dans un établissement de faible sécurité en Oklahoma. Il nous écrivit des lettres, d'abord brèves et amères, puis plus longues, pleines de réflexions. Il parlait du quotidien carcéral, des hommes qu'il y rencontrait, des livres qu'il lisait, des cours qu'il avait commencé à donner. Peu à peu, je revoyais le garçon que j'avais élevé renaître, débarrassé de son arrogance, mais sans espoir. Allison est venue me rendre visite avec les enfants un samedi. Ils se sont jetés dans mes bras, s'enquérant tous deux de leur père, la voix pleine de confusion et de nostalgie. Je leur ai dit la vérité, leur père avait fait des erreurs, mais il les aimait plus que tout. Je leur ai promis qu'il apprenait, qu'il changeait, et que nous serions toujours une famille, quoi qu'il arrive. La ville a peu à peu évolué. Lone Star Capital a été dissoute, ses actifs étant utilisés pour rembourser le plus grand nombre d'investisseurs possible. Certains ont perdu toutes leurs économies, d'autres un peu, mais tous ont perdu confiance en ce qui semblait autrefois inébranlable. Les voisins qui nous évitaient autrefois ont recommencé à nous rendre visite, certains avec des tartes, d'autres avec des excuses. Hélène et moi avons trouvé du réconfort dans de petits gestes de gentillesse, une carte d'un vieil ami, une lettre d'un ancien employé, un bouquet de tournesol déposé sur notre porche. C'était comme si, en affrontant la vérité, nous avions autorisé d'autres à faire de même. J'ai passé mes après-midi à faire du bénévolat dans un centre de jeunesse local, à encadrer des jeunes hommes qui me rappelaient Carter à leur âge. Je leur ai raconté l'histoire non seulement de l'ascension et de la chute de Lone Star, mais aussi de l'importance de l'honnêteté, de la défense de ce qui est juste, même dans la souffrance. Un soir, après une longue journée au centre, j'ai trouvé Hélène sur le porche, une lettre sur les genoux. Elle était de Carter. Il y parlait de regrets, d'amour, de pardon. Il nous remerciait de ne pas l'avoir abandonné, de lui avoir rappelé qui il était. « Je rentrerai un jour, papa », concluait la lettre. « Et quand je rentrerai, j'espère que tu seras à nouveau fier de moi. » J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans la poche de ma chemise, sentant son poids se poser près de mon cœur. Hélène m'a regardé, les yeux brillants de larmes et d'espoir. « C'est toujours notre garçon, samedi. Il le sera toujours. » Le ciel du Texas était sombre au-dessus de nous, mais les étoiles brillaient. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de croire à un nouveau départ. Les saisons ont changé. L'automne s'est installé sur Dallas, parsemant les vieux quartiers de feuilles rouges et dorées, peignant de nouveaux souvenirs sur des cicatrices encore douloureuses. Hélène et moi nous sommes habitués au calme, nos routines étaient stables, nos journées rythmées par les appels téléphoniques d'Allison et les lettres de Carter. La douleur du deuil s'est estompée pour devenir plus supportable, comme une vieille blessure qui ne se rallume que lorsqu'il pleut. Carter m'écrivait désormais chaque mois. Dans chaque lettre, il évoquait un peu moins ses regrets et un peu plus l'avenir. Il m'interrogeait sur les projets scolaires de ses enfants, sur les pacaniers du ranch, sur le jardin d'Hélène et sur ma santé. Il me parlait des cours de menuiserie qu'il avait commencé à donner dans l'atelier de la prison, comment le simple fait de façonner du bois brut de ses mains lui donnait l'impression de construire quelque chose de vrai pour la première fois depuis des années. Ses enfants venaient lui rendre visite un samedi sur deux. Au début, ces visites étaient difficiles. Ils portaient une tristesse qu'ils ne savaient pas comment nommer, dessinant des images pour leur père et lui demandant quand il rentrerait. Avec le temps, cependant, les visites sont devenues plus joyeuses. Nous avons instauré des traditions, pique-nique sous les chênes, pêche à l'étang du coin, lecture sur la balancelle. Allison a lentement retrouvé le sourire. La maison était pleine de rire ces week-ends-là, et j'avais presque l'impression que nous étions en train de guérir. Thanksgiving est arrivé, froid et lumineux, le genre de matin où le monde entier paraît clair et net.
Hélène a dressé la table pour 4 personnes seulement, et nous avons incliné la tête, remerciant pour les bonnes années et les années difficiles, pour le pardon et pour l'amour qui perdure même face aux épreuves de la vie. Cet après-midi-là, pendant que les petits-enfants jouaient dans le jardin, j'étais assis avec Hélène dans la cuisine, regardant le soleil bas passer par la fenêtre. Parfois, j'aimerais qu'on puisse tout recommencer, dit-elle doucement. Élever Carter dans un monde où il ne se perdrait jamais. Je secouai la tête en souriant doucement. Il a retrouvé son chemin, Hélène. Peut-être pas comme on l'espérait, mais comme il en avait besoin. Parfois, le long chemin est celui qui nous apprend le plus. Noël arriva, et avec lui, une autre lettre de Carter. D'une écriture soignée, il parlait d'espoir et de pardon. Il nous remerciait pour chaque visite, pour chaque histoire racontée aux enfants, pour chaque sacrifice consenti et chaque vérité affrontée. Il promettait de rentrer meilleur impère, non seulement de nom, mais aussi de cœur. Cette lettre fit pleurer Hélène. Elle la serra contre sa poitrine et murmura, « Ça suffit, samedi. On a bien fait. » Les années passèrent. Carter bénéficia d'une libération conditionnelle anticipée pour bonne conduite et grâce aux programmes éducatifs qu'il avait mis en place pour les autres détenus. Le jour venu, Hélène et moi prîmes la route vers le nord de l'Oklahoma pour le retrouver. Nous attendîmes devant le bâtiment principal, tandis que le brouillard matinal s'enroulait sur les champs. Carter sortit, ne portant rien d'autre qu'un petit sac de sport et le poids des leçons apprises. Il nous vit vraiment et un sourire timide et reconnaissant s'illumina sur son visage. Il serra d'abord sa mère dans ses bras, la serrant fort, puis se tourna vers moi. « Papa, dit-il d'une voix pâteuse. Merci de m'avoir sauvé de moi-même. » Nous sommes rentrés ensemble, tous les trois, la route s'étendant à perte de vue. Carter m'a posé des questions sur les enfants, le ranch, l'avenir. J'ai écouté, sentant la vieille fierté me gagner au plus profond de ma poitrine, non pas parce que mon fils était redevenu un homme libre, mais parce qu'il avait enfin trouvé sa personnalité, son humilité, son cœur. Le retour à la maison ne fut pas une célébration, mais un retour en douceur. Allison l'accueillit à la porte, incertaine mais pleine d'espoir. Les enfants coururent vers lui, s'accrochant à ses jambes, leurs questions se bousculant. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes pour dîner, tous ensemble, non pas comme une famille parfaite, mais comme une seule famille usée, marquée par les cicatrices, mais intacte. Carter a commencé à travailler pour une association locale qui aidait les jeunes à trouver un emploi et une seconde chance. Il passait ses week-ends au ranch avec moi, à réparer des clôtures, à planter de jeunes pacaniers et à apprendre à son fils à tailler une canne à pêche de A à Z. Il donnait des conférences dans les écoles sur l'intégrité et le prix des raccourcis, concluant toujours par les mêmes mots, « Vos choix comptent. » Et dire la vérité aussi, même quand ça fait mal. La santé d'Hélène s'est fragilisée au fil des ans, mais son courage n'a jamais faibli. Elle a vécu assez longtemps pour voir Carter reconstruire sa vie, pour voir ses petits-enfants grandir, pour entendre à nouveau les rires résonner dans notre maison. Le dernier été qu'elle a passé avec nous, elle s'est assise sous le grand chêne du jardin, souriant tandis que les enfants se poursuivaient dans l'herbe. « Ça en valait la peine, Sam » a-t-elle murmuré. Chaque pas. Après son départ, Carter et moi avons planté un nouvel arbre pour elle, juste à côté de la vieille balançoire. Chaque printemps, à l'apparition des fleurs, nous nous asseyons ensemble à l'ombre, parlant du passé et rêvant de l'avenir. Aujourd'hui, dans le calme de ma vieillesse, je repense au chemin parcouru. Je pense au sacrifice, à l'héritage, à ce qu'un père doit à son fils et à ce qu'un fils doit apprendre par lui-même. J'ai beaucoup perdu, mais j'ai gagné plus que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai appris que pardonner n'est pas oublier, mais aimer malgré la douleur. Que la justice n'est pas une vengeance, mais un chemin vers la rédemption. Les enfants de Carter sont presque grands maintenant. Ils me posent des questions sur l'histoire de leur père, sur les années perdues, sur les choix qui ont façonné notre famille. Je leur dis la vérité, chaque mot, chaque leçon. Je leur raconte comment leur père s'est égaré et comment il l'a retrouvé. Quand je suis assis sur le porche au crépuscule, le soleil se couchant derrière les pacaniers, je sais que ma vie a eu un sens, non pas à cause des entreprises que j'ai créées ou de l'argent que j'ai gagné, mais parce que j'ai défendu ce qui était juste, même lorsque cela m'a tout coûté. Et parfois, lors des nuits calmes, j'entends le rire de Carter se mêler à celui des enfants dans la cour,
et je sais qu'à la fin, l'amour et la vérité perdurent.